Bonsoir, bonsoir, bonjour. Comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans cet espace de psychanalyse pour tous. Notre rendez-vous du Anaïs, bonsoir. Notre rendez-vous du mardi, non, du vendredi, il n'y en a pas encore. Fabienne, bonsoir. Nidal, bonsoir. Donc, bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous. Notre rendez-vous du mardi à 21h. Depuis maintenant pas mal de temps où nous avons rendez-vous. Donc je vois qu'il y en a qui connaissent bien l'heure du rendez-vous. Valentina, bonjour. Ailoa, bonjour. Laetitia, bonjour. Gabriela, bonjour. Feti, bonsoir. Antonio, bonsoir. Claudette, bonsoir. Couloud, bonsoir. Asia, bonsoir. Donc, Plume, bonsoir. Plume Violette, Plume Violette. Lolilo, bonsoir. Frida, bonsoir. Comment allez-vous? Charbel, Katia. Donc, la Mimi, Serbout, Catherine, bonsoir. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Élise, bonsoir. Kalatum, bonsoir. Anne, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel espace de psychanalyse pour tous. Camille, bonsoir. Nadia, bonsoir. Lina, bonsoir. Donc, nous avons les habitués, Marilyn, Sonia, Néléa, bonjour. Sarah, bonsoir Clémence et à tous. Ilan, bonsoir. Donc, bonsoir Claire, bonsoir. Sandre, bonsoir. Bon, Annie, bonsoir. Donc, vous savez le sujet qui nous réunit ce soir. Sandrine, Véronique, Jean-Loup, bonsoir. Karima, bonsoir. Le sujet qui nous réunit ce soir, c'est la douleur. Asia, bonsoir. Carlos, bonsoir. Samy, bonsoir. Varda, bonsoir. Catherine, bien le bonsoir. Donc le sujet qui nous réunit ce soir, c'est le sujet de la douleur. La douleur. Donc c'est un sujet encore que la psychanalyse donc s'occupe, puisque c'est quelque chose qui nous concerne. Encore Liazine, bonsoir. Lolilo, bonsoir. C'est une chose qui nous concerne tous. Encore une fois, Delphine, bonsoir. Marie-Madeleine, bonsoir. Et comme c'est quelque chose qui nous concerne tous, ben, évidemment, la psychanalyse s'en occupe. Pierre Marnet, Pierre, Élise, bonsoir. Donc, je vous le rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clémence Lonis. Marianne, bonsoir. Je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero à Madrid. Martine, bonsoir. Hakim, bonsoir. On se dit à Madrid, c'est une façon de parler. Disons que le siège est à Madrid, mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous sommes un petit peu partout dans le monde, donc dans le monde hispano-parlant et dans le monde de la francophonie. Sonia, bonsoir. Renaud, bonsoir de Bourgogne. Comment allez-vous, Renaud? Donc, nous allons voir ce sujet tant attendu et si intéressant qu'est la douleur. La douleur. Donc, c'est un sujet qui nous touche tous, mais d'une façon différente. Et que pour chacun d'entre nous, bien évidemment, la douleur va être quelque chose de particulier, de tout à fait personnel. C'est-à-dire que on va penser que comme toutes les choses de notre vie. C'est-à-dire que même avec la même maladie, la douleur de chaque sujet par rapport à la maladie va être différente. Non, si on parle par exemple d'un mal de tête, imaginez les maux de tête, non, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier et que chacun va parler de ses maux de tête comme quelque chose de personnel. Non, moi c'est comme ci, moi c'est comme ça, d'habitude c'est comme ça. Et en plus, ce n'est pas quelque chose non plus qui va rester fixe. C'est-à-dire que ce sont des douleurs qui peuvent, sur le même sujet, bien évidemment, se transformer. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas cataloguer. Ce que nous allons faire, comme toujours, c'est écouter le patient. Écouter comment il parle de sa douleur et à quoi fait référence avec sa douleur. Pourquoi? Pour pouvoir nous orienter, évidemment, pour mieux voir d'où elle vient et de quoi il s'agit avec cette douleur. Donc d'abord, on va voir un sujet qui est important parce que ici, dans cet espace, donc je le rappelle, dans cet espace de psychanalyse pour tous, c'est un espace qui est utilisé, donc c'est un espace pour diffuser les informations de la psychanalyse, pour diffuser la psychanalyse et aussi
grâce justement aux découvertes de Freud, au travail de Freud, de nous rendre compte que y a d'autres manières de penser, qu'on n'est pas obligé de penser la douleur, Abdella, bonsoir, de penser la douleur de la même façon que nous avons l'habitude de la penser, sinon qu'il y a une autre manière de penser la douleur, même si elle va faire mal de la même façon. Mais la penser d'une façon différente, ça va nous permettre peut-être de mettre une certaine distance. Lisiane, à partir de la Kabylie en Algérie. À partir de l'Algérie, Lisiane, bienvenue, super. Nathalie, bonsoir. Donc, on va déjà faire, Virginie, bonsoir, marquer cette situation de la douleur où on parle de douleur physique et de douleur psychique. Non, Corinne, bonsoir. Arnaud, bonsoir. Donc, non, pour déjà essayer, Célia, bonsoir, donc de commencer par se poser les divines bonsoir, se poser comme question, Laurence, bonsoir, de voir qu'est-ce que ça veut dire douleur physique et douleur psychique, puisque nous avons toujours tendance à séparer le corps du mental, alors que en psychanalyse, nous savons que ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps sans mental, il n'y a pas de mental sans corps. Et en psychanalyse, on dit qu'en fait, le corps et le mental sont comme une bande de Moebius. Non, la bande de Moebius, c'est-à-dire qu'ils sont sur la même articulation, ils sont articulés sur le même je dirais, sur le même appareil psychique. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe au niveau psychique, il va y avoir des répercussions sur le physique, et quand il se passe quelque chose sur le physique, il va y avoir des répercussions sur le psychique. Marie-Thérèse, bonsoir. Soumia, bonsoir. Donc, nous allons voir l'importance de la douleur, par exemple, Michel, bonsoir, l'importance de la douleur dans certains traitements de certaines maladies, par exemple dans les maladies oncologiques. Non, ça c'est une situation où les spécialistes déjà ont informé que la douleur c'est un inconvénient pour pouvoir élaborer les traitements, pour pouvoir développer, pour pouvoir appliquer les traitements de façon correcte. La douleur, c'est un inconvénient, c'est un obstacle à l'application du traitement et c'est un obstacle aussi pour la guérison. Amira, bonsoir. Alors, quand on parle de douleur, ici, on ne parle pas d'une Chloé, bonsoir, non. On sait que nous pâtissons de la douleur, nous en souffrons. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est conscient, mais qui n'est pas déterminé par notre conscience, bien évidemment. Sylvie, bonsoir. On vous attendait. Donc, on va voir que nous savons, et d'autant plus dans cet espace, que nous savons tous, on va dire, l'influence que le psychisme a sur le corps. Mais nous allons aussi éclairer ce petit phénomène pour éviter les malentendus, on va dire, penser que parce que c'est psychique, ce n'est pas réel, c'est une erreur. C'est une erreur et en plus, c'est quelque chose qui est dangereux. Non ? Isabelle, bonsoir, de Lille, bonsoir la Lilloise. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être dangereux de penser que une douleur que le patient présente au médecin comme quelque chose qui lui fait mal et le médecin dit non, vous n'avez rien, non, que c'est quelque chose de dangereux, c'est-à-dire que ce n'est pas une douleur imaginaire. La douleur, elle existe, même si on va dire qu'on ne sait pas, non, même s'il n'y a pas de lésion. Donc, c'est-à-dire que peu importe si l'origine de la douleur est psychique ou physique, la douleur est réelle. Donc, nous devons écouter le patient en considérant que la douleur qu'il présente, le discours face à sa douleur est réel. Donc, par exemple, quand on fait référence à la dépression, non ? Dinette, bonsoir, Consuelo, bonsoir, Dani, bonsoir. Donc, quand on fait référence, par exemple, à la dépression c'est une maladie très douloureuse et que la douleur est tout à fait réelle, même s'il n'y a aucune lésion d'organe. D'accord ? Donc, un nouveau point à voir. Donc, ici, bien évidemment, nous n'allons pas pouvoir exposer tous les cas de douleur, ni toutes les types de production de douleur que l'être humain est capable de produire ou va pâtir, on va dire. Jonathan, bonsoir. Salma, bonsoir. Kamel, bonsoir.
Sinon, qu'on va faire, on va essayer de me faire, Marie-Laure, bonsoir, un petit éventail de la situation pour avoir certaines idées sur, ou des idées différentes, comme je disais, des idées différentes, ce que la psychanalyse nous montre, donc comment la psychanalyse pense la douleur, et que effectivement la psychanalyse, elle pense la douleur de selon le patient, non, on va dire selon le patient, la douleur va devoir être pensée selon la situation de chaque patient. Donc on peut penser de façon, on va dire, générale, de façon générale, on va penser que la douleur s'installe dans la vie des sujets et dans la vie de bonsoir Jennifer, Linda bonsoir. Donc la douleur s'installe dans la vie de tout le monde, non? C'est-à-dire que tout le monde, nous savons tous ce que c'est la douleur. Et nous allons voir un petit peu le point de vue de ce qu'on appelle le point de vue économique de la douleur. Et quand on parle du point de vue économique de la douleur, on parle de la libido. Le point de vue économique, c'est-à-dire le point de vue de la partie économique de l'appareil psychique. L'appareil psychique peut être pensé sur 3 points de vue, le topique, le dynamique et l'économique. Et là, nous allons voir la partie économique, c'est-à-dire la mobilité, encore une fois, de la libido. On avait déjà eu l'occasion d'en parler, c'est-à-dire que notre libido, notre énergie psychique, elle a besoin de mobilité. Et quand on parle de mobilité, c'est-à-dire qu'on fait référence à de mobilité dans le sens où, quand on faisait référence à une personne saine, c'est une personne qui a la capacité de substituer un objet pour un autre. C'est-à-dire qu'on perd un objet, on perd un amour, et la capacité de faire le deuil de cet amour et d'en trouver un autre, on va dire par exemple, ou de perdre un travail et d'en trouver un autre. Ça, c'est la capacité de substituer, ou de perdre un idéal, ou de perdre une idée, non, en fait on était ignorant quelque part, donc on a perdu l'idée qu'on avait sur certaines choses, et puis en fait on en gagne une autre sur autre chose. Non, substituer, ça c'est la capacité de notre appareil psychique, c'est-à-dire que notre énergie psychique, notre libido, a cette capacité de substituer, c'est-à-dire qu'elle va toucher un objet, bon, elle va plutôt envelopper l'objet pour revenir après vers le sujet, et que ce mouvement libidinal, il doit toujours être en fonctionnement. Bon, on va s'occuper de l'économie. Emmanuel, bonsoir. C'est pas une capacité d'adaptation, non? C'est l'adaptation, c'est celui qui va s'adapter à l'absence. L'autre, il n'est plus là, je m'adapte à son absence. Non, c'est le mouvement. D'accord? C'est fabriquer une nouvelle situation. C'est la fabrication d'une nouvelle situation. Et ça, c'est la caractéristique, non, de notre libido. Ce qui se passe, c'est que pour de nombreuses personnes, cette libido n'a pas la capacité autant de cette mobilité. Et donc, on va voir que c'est justement, encore une fois, cette situation qui est en jeu quand on fait référence à la douleur. Donc, par exemple, on va voir qu'il est facile d'observer que quand on a mal quelque part, quand on a fort mal quelque part, est-ce que les troubles visuels peuvent être un trouble convertif s'il n'y a rien d'organique? Oui, ça peut être quelque chose de la position de l'hystérie, non, par exemple. On va en parler un petit peu, mais un trouble visuel, ce n'est pas obligatoirement une douleur. Là, on parle de la douleur. Non, il y a des troubles, il y a des malformations, il y a des troubles, il y a des symptômes qui existent dans la vie du sujet et qui ne sont pas obligatoirement quelque chose qui vont provoquer de la douleur. Donc ici, on se fixe sur le phénomène de la douleur. Donc, nous disions que quand nous avons mal quelque part, et nous l'avons tous observé, et nous le savons tous, c'est une chose que nous avons appris de façon, on va dire, automatique, dans le sens où nous savons que quand nous avons très mal quelque part, le monde extérieur ne nous intéresse plus du tout. Nous ne pouvons pas faire face au monde extérieur parce que toute notre libido, non, s'occupe justement de cette douleur. Non, elle fait face à la douleur. Et donc le monde extérieur n'existe plus directement, il n'existe plus. Non, selon le degré de douleur que va souffrir le sujet, non, il va y avoir un éloignement de la réalité extérieure. Et nous le savons quand je dis que nous l'avons appris dans le sens où nous avons l'habitude de le faire, par exemple, avec les enfants. Les enfants, quand ils ont mal quelque part, quand ils tombent, ils ont mal quelque part, on va essayer tout de suite de les distraire.
Et donc, ils vont s'intéresser à autre chose, et en s'intéressant à autre chose, ils ne vont plus s'intéresser à leur douleur. Donc, on peut faire ça avec les enfants quand ils sont tombés dans d'autres douleurs, non, mais c'est pour montrer qu'il existe, non, cette mobilité donc de la libido, et que quand on a très mal, ben évidemment, donc la migraine peut être en relation avec la dépression. Donc la migraine, par exemple, non, c'est quelque chose de spécifique aussi de la douleur. Mais c'est-à-dire que quand on a très mal, ben, c'est très difficile que la libido puisse se déplacer, hein, puisque elle s'occupe de sa douleur. Donc, c'est-à-dire que la douleur, elle utilise de grandes quantités d'énergie. Et on voit que donc cette énergie est bloquée sur la douleur, hein. Et donc, elle appauvrit tout le reste. Tous les autres systèmes sont appauvris. On ne peut plus rien faire, non? On parle surtout de douleur physique ou autre type de douleur. Non, on vient d'en parler, Emmanuel, on a dit que la douleur physique et la douleur psychique, on va les penser un petit peu de la même façon. Est-ce que la douleur est stagnation de l'énergie psychique? C'est ce qu'on va voir. Donc, d'ailleurs, c'est pour cela que nous allons voir que les douleurs peuvent être, attention, peuvent être provoquées ou exacerbées quand notre attention, non, se dirige sur la douleur ou ne se dirige pas sur la douleur. On peut avoir un mal de tête le matin et quand on va travailler, ben, le travail nous distrait, on oublie le mal de tête. Par contre, quand on retourne, non, quand on rentre à la maison, le mal de tête, on dit tiens, il est revenu. Il n'est pas revenu, sinon que c'est notre attention qui est disponible pour revenir et donc refait face, on va dire, à cette situation de douleur, non. Donc, la douleur peut s'atténuer quand notre intérêt se déplace sur autre chose. Et, et on va le voir donc dans plusieurs cas, non? On l'a vu dans des gens, par exemple, qui ont des accidents graves où tout au début, ben, ils ne souffrent pas. Ils n'ont pas de douleur. La douleur, non? Ils sont d'abord choqués, non? Par ce qui leur arrive. Et donc, il n'y a pas de douleur, non? Au départ. De la même façon avec les soldats qui partent à la guerre où ils ne sentent pas non plus la douleur d'une balle, la douleur d'une attaque, d'une bombe, non? Pour faire référence un petit peu à notre situation actuelle, sinon que la douleur va arriver après, non? Donc, c'est pour ça qu'on peut penser de la même façon, alors toujours de façon inconsciente, attention, je ne fais pas référence à notre volonté ne peut pas grand-chose avec la douleur, mais que notre désir inconscient de vouloir guérir ou de vouloir mourir, ou de mourir plutôt, parce que je ne sais pas si l'être humain a la capacité de vouloir mourir, il peut justement être en jeu, non, dans certaines maladies et même dans certaines maladies graves. C'est-à-dire qu'il y a un désir du sujet qui va être impliqué dans la douleur, non, un désir inconscient, bien évidemment, qui ne peut pas être manipulé à partir de notre conscience. Donc, et on va voir que la douleur, on ne peut pas la considérer uniquement comme quelque chose qui est dans le registre des réactions sensorielles, hein, même si on la sent, parce que la particularité de la douleur, c'est qu'on va la sentir, et pourtant on va voir qu'elle n'est pas purement en danse, on a mal. Mais avec l'entraînement, ce qui nous faisait mal au début ne fait plus mal. Oui, bon, ça c'est un petit peu différent. Peut-être que c'est grâce à l'entraînement, Delphine, non? C'est les muscles qui s'entraînent et donc, au bout d'un moment, on n'a plus mal. Mais c'est vrai qu'avec l'échauffement aussi, j'imagine qu'il y a des douleurs qui disparaissent. Et puis, si on est sur la scène, là, on n'a plus mal du tout, non? Parce que ce qui est intéressant ici, c'est, non, la réalité. C'est la réalité qui gagne. Donc, et donc c'est pour ça que nous devons concevoir la douleur, donc qui n'est pas obligatoirement uniquement et simplement quelque chose de sensoriel, comme on disait, sinon qu'on doit concevoir la douleur comme quelque chose qui est plus dans le champ de quelque chose, donc je ne sais plus qui faisait la référence, donc il faisait la référence à la mobilité. C'est-à-dire que face à la douleur, le sujet se retrouve dans une situation d'immobilité de la libido. Et c'est ça qui fait mal. Et c'est ça qui va bloquer, c'est ça qui va faire mal. C'est-à-dire qu'on peut considérer que la douleur, c'est un signal d'alarme qui indique qu'il y a quelque chose d'intolérable pour le sujet. C'est-à-dire que ça peut être, on dit qu'une douleur, j'ai pas vu. Alors attendez, on dit qu'une douleur en chasse une autre, alors que la souffrance est intense la première fois. Mais ça, c'est différent. Non, Freud va nous dire effectivement que pour certains névrosés,
non? Parce que c'est quelque chose, c'est une particularité, on va dire, de la névrose, c'est-à-dire que ils souffrent d'une maladie, et si après ben ils se retrouvent dans une situation de divorce, bonsoir Simona, où ils ont perdu leur travail, ou un autre malheur, on va dire, où ils ont été ruinés, ben ils vont abandonner leur névrose. Ils vont devenir des personnes beaucoup plus saines, mais avec une autre souffrance cette fois-ci. Non, ils sont ruinés, ils se sont été abandonnés par leur conjoint, donc ils se retrouvent dans une autre situation de douleur. Donc ils ont changé une douleur par une autre. Non, la sublimation de l'énergie pour éviter la douleur, par exemple. Et quand on dit il faut souffrir pour être belle, aïe aïe aïe. Donc ça c'est autre chose, non? Comment faire pour mieux cerner la psychanalyse? J'ai du mal vraiment. Ben, continuez, persistez, persistez. Nous sommes là tous les mardis à 21h. Donc, et on disait que la douleur, c'est un signal d'alarme qui indique quelque chose d'intolérable pour le sujet, un déplaisir ou une augmentation de la tension, on va dire, qui est insupportable pour le sujet. Et qu'en plus, il ne peut pas fuir, que devant cette situation, il n'a pas l'impossibilité de fuir. Alors quand on dit de fuir, il ne s'agit pas d'aller courir, c'est aussi une possibilité, mais de fuir au niveau de la libido. C'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité de fuir, qu'il se trouve, Cynthia Bonsoir, qu'il se trouve, donc sa libido, en fait, elle est bloquée. Donc, c'est pour ça qu'on va voir que penser la douleur, on peut penser la douleur comme quelque chose qui n'est pas obligatoirement de l'ordre de la sensibilité, mais qui est plus de l'ordre de la détention de la motilité. D'accord? Donc ça, c'est intéressant à penser, non? De voir. Donc, quand il y a la possibilité de mobiliser la libido, il y a évidemment un soulagement et un éloignement de la douleur. Non, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très sensibles et qui ont une grande capacité de douleur, non, qui sont beaucoup plus sensibles. Et par contre, il y a des personnes qui sont au contraire très beaucoup insensibles, on va dire directement, insensibles et qui ne tolèrent pas de ne pas pouvoir résoudre les choses avec l'action. Non, donc ça, c'est notre type. Donc ils sont toujours en action, c'est ce qui va éviter donc d'être pris, on va dire, par la douleur. Nadia, bonsoir. Puisque la douleur, en fait, d'une certaine façon, comme la libido s'établit dans ce lieu de douleur, il y a une sorte de façon que la libido la douleur se pétrifie, non? Et que la douleur empêche l'action. Et comment faire la différence entre les troubles somatoformes et les psychosomatiques? Donc on va voir, non, que ça ce sont des troubles, vous avez dit non, donc ce n'est pas dans le sujet de ce soir. Muriel, bonsoir, donc ce n'est pas dans le sujet de ce soir, ce sont des troubles, c'est autre chose. Nous, on va s'occuper ce soir de la douleur. Et donc la douleur, bien évidemment, comme vous le savez, elle participe dans différentes situations de notre vie, et que on va voir aussi ce qu'a découvert Freud, bien évidemment. Et comme toutes les choses de notre vie, ben, la douleur est en relation avec l'excitation sexuelle. C'est-à-dire que la douleur est comme une des sources de l'excitation sexuelle dans notre constitution psychique. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement quelque chose, on a dit que ce n'était pas de l'ordre de la sensation, mais quelque chose de théorique. C'est-à-dire que théoriquement, nous savons que la douleur est en relation avec l'excitation sexuelle, c'est-à-dire avec une augmentation de la tension. Et c'est-à-dire que un dépressif, tout le monde a une libido, Dinette aussi. D'accord? C'est-à-dire que nous avons heureusement tous une libido, mais nous n'avons pas tous le même mouvement avec notre libido. C'est-à-dire que même si cela semble contradictoire, c'est-à-dire que toute douleur porte en elle, non? Même si ça semble bizarre ou surtout contradictoire, il y a la possibilité avec la douleur d'une sensation de plaisir. Et je ne parle pas du masochisme. Non, ce n'est pas de l'ordre exactement du masochisme. Le masochisme, c'est une autre position. Sinon, que je parle qu'il y a une certaine satisfaction, une possibilité de plaisir dans la douleur. Et puisqu'on va voir que tout composant important, toute chose importante dans notre vie, non, a un composant d'excitation sexuelle. Toute partie qui est importante dans notre vie, il y a l'excitation sexuelle qui va participer. Et nous allons voir d'ailleurs, on parle de douleur exquise, par exemple, Marie-Thérèse, effectivement, c'était une douleur exquise.
Bonsoir, Sharifa. Bon, alors, il y a une autre chose aussi qui est intéressante parce que nous pouvons voir aussi qu'il y a certains aspects de notre vie qu'on va considérer comme désagréables, par exemple comme la crainte, la peur, l'horreur, non? Et que nous pouvons voir que, en fait, la douleur est un genre de jouissance. Donc, nous pouvons voir que il y a chez nombre d'entre nous, on va dire, et qui existe à travers toute la vie adulte encore, qui a commencé donc dans l'enfance, mais qui continue donc et exactement la douleur centrée sur la fonction, la mobilité de la libido. Et, et donc on va voir que quand on parle de la crainte, de la peur, de l'horreur, non, comme des possibles manifestations de la douleur, et on va voir qu'en fait il y a des gens qui vont aller la chercher. C'est-à-dire qu'il y a les films d'horreur. Regardez comment les films d'horreur ont un succès énorme. Donc les gens aiment aller, on va dire, se faire du mal. Donc il y a un certain plaisir. Donc quand on voit les jeunes filles dans un cinéma face à un film d'horreur, non, elles adorent, elles crient, non. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tolérable. Pourquoi? Parce qu'il existe bien évidemment une certaine distance avec la situation. Donc, et, donc, et donc ça, nous l'avons déjà vu. Donc, nous allons voir maintenant qu'il y a aussi, donc pour reprendre un petit peu le fait à partir de l'enfance, non, ou quand va commencer vraiment la douleur chez l'enfant, et en fait on va voir que c'est en relation donc avec la séparation de la maman, non, avec la séparation de l'objet ou de la fonction maman. Donc, qui peut produire donc ou de l'angoisse, ou un deuil, ou simplement de la douleur, non, ou de la douleur. Et donc, on peut se demander un petit peu dans quelle situation, de quoi il s'agit dans chaque situation. Euh, Quels sont les mécanismes de défense mis en œuvre pour lutter contre la douleur? Marie, on vient d'en parler, non? Se distraire, on va dire, non? Ça, c'est un mécanisme pour essayer mais quand les douleurs sont très élevées, la distraction n'est pas possible. Donc on parlait de la séparation de l'objet qui peut produire donc chez l'enfant, non, chez l'enfant, de l'angoisse, du deuil ou simplement de la douleur. Et on peut voir qu'il y a différentes selon la situation, c'est-à-dire que face à la situation du sentiment de perte, non, c'est-à-dire qu'il sent qu'il a perdu, que l'enfant sent qu'il a perdu quelque chose. Donc on parle des enfants, non? Après, on voit que chez certains adultes, ça se maintient. Cette situation infantile s'est maintenue à l'âge adulte. Et quand on n'aime pas du tout, au contraire, les films d'horreur ou tout ce qui fait peur. Donc, et alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez savoir, hein, quand on n'aime pas ça et qu'on aime bien ça, non? Donc, ça, c'est une question, on va dire, c'est une question de goût. Donc on parlait de l'enfant, non? Il y a-t-il un seuil à la douleur? Ça dépend de chaque personne, non? On va dire, Jonathan, ça c'est... non, comme on disait auparavant, il y a des gens qui ont une grande tolérance à la douleur, ou ce qui va être pour quelqu'un d'autre une douleur, en disant, je te mets une fourchette sur la main, non? Et que je te plante une fourchette dans la main, ça va être quelque chose, pour les spectateurs, quelque chose d'horrible qui va être très douloureux, et peut-être que la personne, non, a réussi à faire un mécanisme mental pour que justement ça ne lui fasse pas mal. Donc, non. Et après, pour d'autres personnes, au contraire, non, le moindre petit tuyau, le moindre pincement, c'est quelque chose d'horrible. Donc, quand on parle de la séparation de l'objet chez les enfants, je répète, chez les enfants, d'accord, c'est-à-dire que quand l'enfant il va se retrouver donc avec cette séparation de l'objet, c'est-à-dire qu'il va se retrouver face à une personne qui ne correspond pas à sa maman, qui ne seront pas, c'est-à-dire une personne étrangère, il peut sentir de l'angoisse ou de la douleur, d'accord? Et c'est-à-dire que on va voir qu'il sent de l'angoisse, il sent de l'angoisse parce qu'il croit qu'il a perdu, non, qu'il a perdu sa mère directement, et il sent de la douleur quand il pense que c'est pour toujours. D'accord? Et ça, c'est quelque chose donc que je répète qui appartient à l'enfant. C'est pour ça que on va jouer, enfin que les enfants vont proposer, les adultes participent avec joie, non, avec ce jeu qui va apprendre pour aider l'enfant à présentifier l'absence où on va faire coucou, beuh.
Ouais, c'est intéressant de penser que quand l'enfant il fait coucou et qu'il se cache, il pense vraiment que comme lui il ne voit rien, il pense vraiment que l'autre ne le voit pas non plus. D'accord? C'est pour ça qu'il pense que simplement en faisant ça, il s'est caché. Non? C'est intéressant. Je veux dire, c'est pour ça qu'il faut penser euh, donc, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a ce jeu de la présence et de l'absence. Donc, c'est quelque chose que chacun, nous allons devoir élaborer. Non? C'est-à-dire que la disparition de certaines choses et l'apparition d'autres choses, non, qui va le faire aussi avec ses jouets, non, c'est pour apprendre donc à pressentifier l'absence, non, les absences passagères. Donc, et les situations, la situation dans laquelle l'enfant en fait va voir que le Forda, oui, va voir que sa mère lui manque, donc que ce n'est pas une situation qu'on va considérer dangereuse ou que l'enfant va considérer dangereuse, sinon que c'est une situation que l'enfant va considérer comme traumatique. Et traumatique dans le sens où quand sa mère n'est pas là, pour lui, sa mère, c'est celle qui vient le sauver. Donc c'est une sauveuse, sa mère. Ce n'est pas une preuve d'amour, ce n'est pas, c'est simplement parce qu'il sait que sans sa mère, il ne peut absolument rien. Donc c'est face à ce besoin de la mère que aucune autre personne va être capable, enfin c'est ce qu'il pense, être capable de remplacer ou de satisfaire ses besoins. Et donc ça c'est une situation que l'enfant peut vivre comme quelque chose de traumatique. Alors quand on dit traumatique, ça ne veut pas dire que ça va durer toute la vie. C'est à ce moment-là, non? C'est pour dire que l'impact est fort, non? Que ce n'est pas une simple, on va dire, situation dangereuse. Sinon, c'est quelque chose, un impact qui va lui permettre d'apprendre et de grandir. Donc, on va voir que la première condition de l'angoisse, c'est quand la perte de perception de l'objet est la même, en fait, elle a la même valeur que la perte de l'objet. D'accord? Donc ce n'est pas la même chose que la perte de la perception de l'objet que la véritable perte de l'objet. Non? Ce sont deux situations différentes que l'enfant va devoir apprendre. Et ensuite, il y a une autre situation qui est la perte de la tendresse. Mais ça va rentrer en compte après, c'est-à-dire la perte de l'amour. Non? Où là aussi, il va y avoir de manifestations d'angoisse de la part de l'enfant quand il va s'imaginer que sa mère ou son... Non? Donc, sa mère ne l'aime pas, non, qu'il peut perdre, pas qu'il l'aime pas, sinon qu'il peut perdre l'amour de ses parents. Donc on dit que les enfants ils obéissent pour ne pas perdre l'amour de leurs parents. Donc ensuite l'enfant il va apprendre en fait que l'objet, la maman peut être là, mais qu'elle peut être fâchée. Et donc là rentre en jeu autre chose, non, c'est-à-dire que la perte de l'amour. Donc quand elle est fâchée avec moi, non, elle est fâchée avec moi, c'est autre chose. Donc l'angoisse dépressive, c'est un autre sujet. Non, c'est un autre sujet. Donc, enfin, en tout cas, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est vrai que l'angoisse est aussi, non, ça peut se manifester, l'angoisse peut prendre de multiples formations, non, elle peut se former. Donc, on va dire, fait-il la douleur et la culpabilité. Ça, c'est un autre sujet aussi, non, qui va s'accompagner. La douleur comme punition, non. Donc, mais là, nous n'allons pas voir exactement ça, sinon que nous voyons que face à la perte d'amour, non, quand on voit que les parents sont fâchés, il y a la sensation qu'il y a une perte d'amour avec l'objet. Et donc, ça va donc présenter quelque chose pour l'enfant, quelque chose comme un danger et une angoisse. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons penser que la douleur, c'est la réaction à la perte d'objet, non? Et que l'angoisse, c'est la relation à la réaction, pardon, et la réaction au danger que cette perte pourrait amener. D'accord? Donc, d'abord, il y a la douleur, donc, qui est une réaction à la perte de l'objet, et l'angoisse, puisque l'angoisse, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle devance toujours les événements. Elle s'imagine que, non? Donc, c'est l'angoisse, c'est la réaction au danger. Donc, il n'y a pas encore eu de perte, mais on imagine, poum. Alors, quand on imagine qu'on devance les événements, vous vous rappelez qu'on avait vu que quand on apprend à attendre, en même temps, on apprend à voler. C'est-à-dire que ça va être très important aussi d'apprendre
à vivre dans une certaine incertitude, non? C'est-à-dire de pouvoir attendre de voir que les événements se produisent avant d'avoir peur, que quand il y a encore rien, mais simplement c'est mon imagination qui se précipite, non? Donc, c'est d'ailleurs ce que cherchent à faire actuellement les télévisions et les médias en tout genre. Donc, défendons-nous, non? Nous n'allons pas nous laisser entraîner parce qu'ils veulent tous nous réduire à des gens qui ont peur. Donc, dans l'angoisse, la simple perception de la perte de l'objet suffit à déclencher l'angoisse. Non, ça, c'est la douleur. Non, la douleur, c'est par perte. Non, c'est pas la perception. L'angoisse, c'est pas la perception de la perte, sinon c'est qu'on s'imagine, c'est le danger que pourrait provoquer la perte de l'objet. Non, c'est-à-dire qu'on devance, Sylvana, on devance les événements. Enfin, c'est le cas de l'enfant. Et on va voir donc parce que, en fait, la douleur psychique en elle-même, ou même physique, non, qu'il y a une transition à partir de la douleur physique à la douleur psychique, elle va avoir lieu chez l'enfant, non, quand il va passer en fait de ce cap où il va passer de la charge de sa libido narcissique à la charge d'objet. Donc à partir d'un certain âge, non, où il va prendre en considération en fait que l'autre existe. Donc on avait dit que l'autre existe une fois que l'enfant se rend compte qu'ils sont trois, que maman n'est pas uniquement pour moi. Bon, alors, pour continuer un petit peu avec le sujet de la douleur, Freud va nous dire, dans un texte qui est très intéressant, qui va nous dire qu'en fait, pour nous comme situation d'être humain, la douleur, elle peut venir de trois sources différentes. Un, deux, trois. Elle peut venir de trois sources différentes. Alors d'abord, elle va dire du corps. Premièrement, du corps. C'est une douleur qui peut venir du corps, comme vous le savez. Non, c'est-à-dire pourquoi? Parce que nous sommes mortels. Et comme nous sommes mortels, ben, il va y avoir une transformation de ce corps et que nous allons avoir des signes d'alarme qui représentent, non, que la douleur et l'angoisse représentent ces signes d'alarme, c'est-à-dire qui disent à chaque fois qu'on tombe malade, en fait, non, il y a des gens qui se fâchent quand ils tombent malades parce que ils auraient voulu être immortels et qu'en fait le petit rhume qu'ils ont eu, ils ont attrapé le Covid, ce qui vient leur rappeler que s'ils sont tombés malades, c'est parce que en fait ils sont mortels. D'un autre côté, il y a le monde extérieur aussi qui est une source de souffrance, non? Nous le savons dans la situation actuelle que nous vivons, non? Je ne parle plus de la pandémie puisqu'ils ont changé de film. Aujourd'hui, ils ont changé de film et ils parlent avec un autre film où ils nous montrent donc un autre film où ils nous font peur donc avec ce monde extérieur dans lequel nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire qu'on nous met un film d'horreur et nous ne pouvons rien faire. Donc on voit que le monde extérieur peut effectivement non, nous amener dans des situations dramatiques, destructives. Et on va parler aussi, Freud ici fait aussi référence à la nature, non? Comme quoi la nature est encore, même si l'homme a beaucoup travaillé pour faire face à la nature gagne encore sur de nombreux points. Donc, et la troisième source de souffrance, et Freud y précise que c'est la plus douloureuse, c'est la relation avec les autres. Donc il dit ça, c'est une autre source de souffrance et qui est très importante. Et que c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent, donc pour éviter la difficulté de la relation avec les autres, les douleurs et les douleurs que provoque la relation avec les autres, ben de s'échapper et de s'installer à vivre tout seul, non, pour éviter la souffrance. Et en fait, donc ce qu'il va nous dire, ce qu'on peut déduire à partir de là, c'est-à-dire que quand on va dire, par exemple, Isabelle, comment allez-vous Isabelle? Et qu'on va répondre facilement en disant ça va, ça veut dire je n'ai mal nulle part, je ne souffre pas de graves maladies, non, c'est-à-dire qu'on a plus facilement, on va dire, est-ce que la résistance à la douleur a une relation du psychique à chaque individu? Oui, c'est ce qu'on vient de voir, Améla. Donc, non, c'est-à-dire que ne pas souffrir, c'est devenu, on va dire, la finalité, c'est ce qu'on cherche dans la vie. Éviter la souffrance. Hein, éviter la souffrance. Et en deuxième point, bon, on va essayer de voir si on peut trouver du plaisir. Donc Freud va nous dire que, par exemple, les méthodes que nous avons, non, dont nous avons, va nous dire que les méthodes que les êtres humains ont trouvées
pour échapper à la souffrance quotidienne, puisqu'en fait on montre trois éléments, non, le monde extérieur, la relation avec les autres et la maladie ou notre corps qui est mortel, donc et qui a une certaine décadence et transformation de notre corps. Donc, il est face à ça, ben, comment on fait pour lutter contre ces souffrances? Parce qu'en fait, elles font partie de notre vie, on va pas pouvoir les éviter, hein. Et en fait, il va dire que bon, une chose, c'est qu'on peut aller donc vivre en ermite, non? C'est une manière d'essayer d'échapper à la douleur que peuvent produire les relations avec les autres. Et ensuite, il va faire référence beaucoup à les types d'intoxication qu'on peut avoir, non? Les types de breuvage, de drogue, tous les phénomènes qu'on va et qui vont essayer donc pas seulement d'éliminer, comme certains médicaments, d'éliminer la souffrance, sinon que il y a des drogues qui vont procurer des doses fortes de satisfaction, de plaisir, non? Donc pour pouvoir faire face mais bon, nous savons que dans tous les cas, ces produits qui peuvent nous amener à obtenir une grande satisfaction vont aussi, d'un autre côté, non, nous entraîner dans un certain danger et quelque chose de tout à fait nocif. Donc c'est un piège, on va dire, c'est un piège à éviter. Et comme troisième solution, ce dont il nous parle pour éviter la douleur, c'est la sublimation, la création. Donc la création, la sublimation, c'est aussi le travail, c'est-à-dire tout ce qui est hors de moi. Toute mon implication, chaque fois que ma libido, en fait, elle est hors de moi, donc quand je vais travailler, je m'oublie, donc on va pouvoir prendre. Mais il dit effectivement, comme dit Marie-Laure, c'est éviter la douleur jusqu'à un certain point, c'est-à-dire c'est s'en éloigner un petit peu. Le fait qu'on va continuer à être mortel, que le monde extérieur va continuer à exister, mais on va voir que la sublimation, donc c'est un mécanisme, non, de notre appareil psychique, de la libido qui va sortir, parce qu'on va dire le meilleur de moi est à l'extérieur de moi. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, il y a l'autre. D'accord? Donc c'est là où, à chaque fois qu'on se renferme dans sa coquille, c'est là où on va avoir une attitude qui est contre nous-mêmes en fait. Non, on se renferme sur nous quand ce qui convient. Alors bien sûr, ce n'est pas une méthode parce que c'est quelque chose qui n'est pas possible de contrôler pour le sujet. Se renfermer dans sa coquille, commencer à fantasmer, non, ce sont des attitudes que le sujet peut utiliser. Donc justement, ce qu'on va voir aussi comme formule que le névrosé va faire, c'est-à-dire qu'il va fantasmer, que sa vie, il ne va pas la vivre, il va la fantasmer. Donc il ne va pas avoir de contact avec la réalité ou très peu, et qu'il va s'inventer une autre vie avec ce qu'il peut, avec des objets, un grand amour qu'il va fantasmer, non? Donc le travail et la création, c'est la santé, exactement. Le travail et la création, c'est la santé, mais surtout c'est un moyen, donc il va dire, pour lutter et éviter la souffrance. Et donc l'autre moyen, non, c'est de s'imaginer notre vie. Alors il va dire qu'il y a aussi d'autres tentatives qui sont des tentatives de transformation de la réalité délirante, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer une nouvelle réalité. Donc ils vont fabriquer un nouveau monde, par exemple comme certaines religions. Donc ils vont proposer quelque chose, non, fabriquer une autre réalité qui va s'adapter au désir des sujets. C'est-à-dire que la mort n'existe plus, non? Donc on va créer un monde où la mort n'existe plus, comme ça, non? J'ai éliminé le problème de ma mortalité. Donc on va éliminer comme ça pour avoir quoi? Une réalité qui s'adapte mieux à ma situation. C'est-à-dire qu'au lieu de changer moi, je vais changer la réalité. Alors que vous savez que pour changer la réalité, il faut obligatoirement travailler, non? Avoir une implication dans le social pour pouvoir modifier la réalité quand la réalité ne me convient pas. Je sais qu'il y a des choses qui sont impossibles, mais je veux dire que chacun dans son monde, non, il y a des instruments qu'on peut utiliser pour toujours sortir de nous. Et quand nous ne pouvons pas sortir de nous, c'est parce qu'il y a un blocage de la libido. Et c'est là où nous devons utiliser les services d'un psychanalyste. D'accord? Parce que sinon, nous restons donc bloqués. On veut, mais on peut pas. Alors, quand on veut et on peut pas, on téléphone à un psychanalyste. Je suis à votre disposition. Donc, on va dire, on va voir que être heureux ou vouloir être heureux, par exemple, Sylvie. Donc, pour vouloir être heureux,
C'est quelque chose qui nous est imposé dans l'appareil psychique, d'accord, par le principe de plaisir. C'est-à-dire que comme les enfants, non? C'est-à-dire, je veux la satisfaction, je veux le plaisir tout de suite, et je le veux tout de suite. Non? C'est-à-dire que c'est mon objectif dans la vie. Mais ça, c'est quelque chose qui appartient aux enfants. Ensuite, l'adulte va devoir, non, inclure dans son développement le principe de réalité. Dire, ben non, ça, je ne peux pas l'avoir tout de suite. Je veux bien comprendre la psychanalyse, ben je vais le voir. Non, je vais pas pouvoir l'avoir tout de suite, sinon que je vais devoir réaliser un travail pour petit à petit m'approcher des concepts et petit à petit comprendre. D'accord? C'est-à-dire qu'on va devoir remettre un peu plus tard ou surtout réaliser un travail pour que ensuite il y ait l'insatisfaction, non, de ce principe de plaisir. Donc c'est pour ça qu'on va voir que cette obtention, donc bien sûr du plaisir, quand nous avons la satisfaction que notre travail, non, a porté ses fruits, il y a un certain plaisir et une satisfaction, et on va faire la même chose aussi pour chercher à éviter la douleur. C'est-à-dire qu'on peut penser que quand on parle du bonheur, c'est comme si c'était de l'ordre de la facilité. Quelque chose qui est facile, non? Ça nous donne un certain bonheur. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous revenons sur l'idée du problème économique libidinal de chaque individu. Non? C'est-à-dire que on va penser que les névrosés ont les mêmes problèmes que tout le monde. Non? D'ailleurs, quand vous avez des amis névrosés, quand vous les écoutez parler, donc ils vous racontent leurs difficultés, les difficultés d'un névrosé, c'est-à-dire il a les mêmes difficultés que moi, mais pour moi c'est pas un problème puisque je fais ça, je fais ça, je fais ça et je résous. Mais le névrosé il peut pas. Le névrosé lui il est bloqué, d'accord? D'où l'importance de mettre en marche cette mobilité de la libido pour que lui aussi il puisse réussir. C'est pour ça que on va dire que entre une personne saine et une personne névrosée, la différence est minime. La différence est minime. C'est une question de mobilité de la libido. Donc, et c'est-à-dire qu'une transformation de son économie libidinale peut changer donc sa position. Et quand il y a un changement de la position, ben le sujet se retrouve avec plus de possibilités, plus d'énergie, non, la possibilité de faire plus de choses. Donc, et ensuite, je voudrais vous présenter aussi quelques idées sur la douleur en général, non? C'est-à-dire que je ne vais pas me centrer sur... On va plutôt parler un petit peu de cette douleur qui apparaît dans la situation quand le sujet utilise, on va dire, le mécanisme de l'hystérie, non? C'est-à-dire que la position hystérique peut provoquer parfois chez le sujet, c'est pas obligatoire bien évidemment, de la douleur. Donc, première chose, avant de faire référence à ça, une chose qui est importante, c'est que parfois, la douleur, c'est quelque chose, alors regardez comme l'être humain, il est particulier, pour pas dire bizarre, non? Parce qu'il a des mécanismes particuliers, c'est-à-dire qu'il y a des douleurs, que le sujet, il utilise des douleurs, parce que quand il a mal, parce que quand on n'a pas mal, on n'a pas conscience de notre corps. On a conscience de notre corps uniquement quand on a mal quelque part. Et non seulement ça, non, sinon que, je veux dire que notre corps fait hey, je suis là, quand on a mal, et qu'il vient nous dire aussi que c'est une manière de se sentir vivant, la douleur. Alors vous voyez jusqu'à quel point, non, et c'est un élément utile dans la vie des sujets, la douleur, non? Donc, Annabelle demande si un anxiolytique peut aider le névrosé à se sortir de ce blocage. Un anxiolytique peut, non, éliminer la douleur ou le mal de tête, non? Mais il ne peut pas éliminer le névrosé. Ce que vous voulez éliminer, surtout, c'est la psychanalyse, non? Marie, douleur qui fait appel à des schémas de pensée inconscients. Donc, par exemple, non? Donc ça, c'est quelque chose qui est complexe, parce qu'il y a des douleurs qu'on va pouvoir, avec un traitement psychanalytique, soulager, éliminer rapidement, et il y a des douleurs qui ont une fonction dans l'appareil, qui sont importantes pour le sujet. Donc, il va être nécessaire, non, d'un travail. Par exemple, on va dire que dans la position hystérique, il y a en fait, dans la position hystérique, ce qui se passe, c'est que il va y avoir, le sujet va transformer en fait une douleur psychique en douleur physique. C'est-à-dire quelque chose, non, qu'il n'a pas avalé. Et donc il a mal à la gorge.
j'ai pas avalé ce qu'elle m'a dit. Et donc j'ai mal à la gorge. Et donc comme j'étais pas été capable de le dire, sinon bah je l'ai pas avalé, c'est resté là, c'était resté coincé, j'ai rien dit. Hein. Et donc j'ai mal à la gorge. Mais bon, pour arriver pour nous arriver une donc Alec veut des explications. Donc ici, ce ne sont pas des explications. Ici, on est en train d'expliquer les mécanismes psychiques, comment le sujet non fait au niveau psychique non qui produisent après des effets dans la réalité. Ça ne veut pas dire que une fois que nous avons les effets dans la réalité, nous devons savoir non expliquer ce qui s'est passé. C'est la même chose pour un psychotique. Je ne comprends pas pourquoi c'est la même chose pour un psychotique. Principe du refoulement. Marie-Antoinette, interprétation. Bon, alors, on va voir, c'est une conversion. Oui, Sarah. Donc, c'est la conversion. C'est-à-dire que ce qui parle, c'est le corps. C'est le corps là, qui prend la parole, et il prend la parole avec une douleur. Donc, ça, c'est quelque chose qui appartient au mécanisme hystérique. Mais uniquement dans l'hystérie. Ce ne sont pas que toutes les douleurs parlent. Non, vous avez vu que on en arrive seulement à la fin. Et c'est-à-dire que, et en plus, le corps parle, mais il ne parle pas d'une façon, parce qu'en fait, l'hystérie va utiliser un corps imaginaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un corps avec la situation anatomique non, qui a été étudiée, sinon que c'est son corps imaginaire. Et avec son corps imaginaire, elle va non parler, on va dire, elle va parler. Non. Et en plus, il y a une chose qui est très intéressante, c'est-à-dire que l'hystérie ne va pas créer la douleur somatique, elle va l'utiliser. C'est-à-dire que qu'il y avait déjà une zone dans le corps qui était érogénéisée, érotisée. Et donc il y avait une partie de ce corps qui était érotisée, et c'est là, non, où va s'installer la douleur. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque chose. Non, par exemple, il y a un cas d'une patiente de Freud qui avait des douleurs énormes dans les jambes, et en fait, donc Freud va l'interpréter, donc elle va parler et Freud va l'interpréter qu'en fait cette jambe, c'était la jambe que son père utilisait. Non, son père était malade et elle jouait à l'infirmière, elle faisait le rôle de l'infirmière dans la famille, et en fait son père donc mettait sa jambe sur sa jambe, et donc pour faire les bandages. Hein. Donc et donc c'était, et ça pendant des semaines, pendant tout le long de la maladie du père. Et donc, c'était une zone qui était érogénéisée. Et donc après, non, sur un autre symptôme, donc ce n'est pas la mort du père qui a provoqué la douleur de la jambe, sinon que c'est le cas d'Elisabeth. Oui, je ne sais plus, Marie-Thérèse, mais c'est possible, oui. Non, c'est-à-dire que c'est sur cette zone-là. Donc, je répète, ce n'est pas la mort du père qui a provoqué la douleur de jambe, mais c'est le travail antérieur, non, cette manière dont nous explique Freud comment cette zone a été érogénéisée. Non, c'est-à-dire qu'il y a toujours une connexion entre la douleur physique et un affect psychique. Hein. Par exemple, il y a d'autres, la psychanalyse peut aider pour certaines choses, mais il faut faire attention à ce qu'on cherche à soigner en allant voir un psychanalyste. Donc on va dire, les lunes, la psychanalyse, ce n'est pas seulement une thérapie. D'accord? Donc la psychanalyse, elle sert à tous les troubles, à toutes les lésions et à tous les maux, MAUX. Elle sert à tout, et elle sert à bien plus que cela, puisqu'elle va servir c'est un système, non? Que c'est une discipline qui nous permet de nous auto-connaître et donc de nous auto-transformer. Donc la psychanalyse ne se limite pas à être une thérapie. Une jambe investie par la libido. Par exemple, oui, effectivement, Jonathan, oui, effectivement. Donc la libido ici, elle était présente sur la jambe. Donc quelque chose à répéter, c'est-à-dire que la névrose ne produit pas la douleur somatique, mais elle l'utilise en augmentant. C'est-à-dire que un petit rien, non, va devenir quelque chose d'énorme pour le névrosé puisqu'il va l'utiliser. Et il y a un cas, par exemple, qui est présenté, qui est très intéressant, qui dit, par exemple, une patiente qui souffrait de douleurs très fortes sur le front, entre les deux yeux. Non, elle avait très très mal entre les deux yeux, et pendant des semaines, en fait, c'est une douleur qui s'en allait pas.
Et donc, dans l'analyse, donc elle a commencé à parler, elle a commencé à raconter, associer une séance, 2 séances, 3 séances, et en fait, en associant, elle a fait référence à sa grand-mère, en disant que sa grand-mère l'avait regardée de façon pénétrante, et tellement elle avait pénétré qu'elle avait senti, donc, qu'elle regardait son cerveau. Et en continuant l'association, ce qu'il y avait derrière ça, donc parce que ça s'arrêtait pas là, ça c'était, non, ça s'arrêtait pas là, sinon que on continuait et c'était associé avec des jeux sexuels qu'elle avait eus avec un garçon, avec aussi une idée de pénétration, non? C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a toute une articulation qui était faite où elle n'avait pas pu parler donc à la grand-mère, elle avait cru que la grand-mère l'avait découverte, par exemple, non? Qu'elle avait découvert, qu'elle avait lu dans son cerveau, et donc ça lui avait donné des douleurs sur le front pénétrant. Donc, et on va voir que par exemple dans une analyse, face à la douleur, en général, le sujet, ben, si il arrive à associer directement, qu'il arrive à associer avec la première chose qui lui passe par la tête, sans censure, cette première chose va être en relation avec la douleur. Ce qui se passe, c'est que très souvent, le patient ne va pas vouloir tout de suite associer. C'est-à-dire qu'il va faire le tour, mais non, ça c'est une connerie, c'est pas la peine, je vais pas le dire, mais non, ça n'a rien à voir avec la douleur, de toute façon, puis en plus c'est désagréable, j'ai pas du tout envie d'en parler. Alors quand on dit j'ai pas du tout envie d'en parler, c'est que, non. Mais on va voir que s'il continue à associer, il continue son travail analytique, il continue, et que tout d'un coup il va se décider, on va dire, il va se décider donc à parler, il va se décider à associer en disant bon, puisque vous m'avez dit qu'il faut que je dise tout ce qui me passe par la tête, ben je vais le dire. Et tout d'un coup donc il se décide et il vient donner donc l'élément qui va permettre, on va dire, l'interprétation, non? L'interprétation. Donc, alors de temps en temps aussi, ce qui se passe, c'est qu'il faut que le sujet attende d'établir la relation donc avec le psychanalyste et qu'il attende aussi, c'est-à-dire qu'il s'analyse un petit peu sur d'autres points pour pouvoir faire face à ce qu'il va dire. Parce que peut-être que justement ça lui est désagréable, donc pour pouvoir supporter cette petite chose désagréable, ben, il a besoin d'un certain entraînement, non? Donc pour pouvoir. Donc, on va voir, pour résumer, puisqu'il est pratiquement l'heure, pour une fois j'ai terminé, je vais terminer à l'heure, on va voir que la seule douleur imposée par la vie du sujet, et ça c'est important, parce que ça réduit énormément de douleur, on n'a plus besoin de souffrir autant, c'est la propre mortalité. C'est-à-dire que quand on accepte, quand je dis qu'on accepte, c'est-à-dire qu'on accepte vraiment, pas qu'on accepte comme une phrase ou comme on accepte comme quelque chose, bah oui, je sais que je vais mourir, je l'accepte. Non, il ne s'agit pas de quelque chose de la conscience. On a souvent envie de retourner la douleur, non. Et quand on voit l'autre souffrir aussi, on n'a pas envie de le voir souffrir. Donc, Emmanuel dit que c'est très intéressant. Oui, ça c'est une autre question, non? De voir les autres souffrir, ça c'est une autre question. Et si on a fait, non, un petit passage sur la douleur, donc quelque chose de particulier. Donc on va dire que la seule, je répète parce que c'est très important, la seule douleur imposée par la vie au sujet, c'est sa propre mortalité. D'accord? Ça c'est quelque chose qui, pour le sujet, est très difficile à accepter. À accepter, c'est-à-dire à accepter que nous vivons comme, de vivre comme des mortels, comme des gens qui vont mourir, comme des gens qui vont mourir et comme des gens qui vont jouir. Parce que ce sont deux verbes qui appartiennent en exclusivité à l'être humain. Mourir et savoir qu'on va mourir, je veux dire. Non? Jouir et mourir, donc c'est quelque chose qui appartient à l'être humain. Et donc, quand on arrive à vivre comme mortel, ben réellement, non, comme disent les poètes, on commence à vivre quand on devient mortel. Donc voilà pour aujourd'hui sur notre petit parcours sur la douleur. Donc on pourrait passer beaucoup plus de temps, on pourrait écrire un livre sur la douleur, bien évidemment. Mais pour ce soir, on a fait un petit parcours qui nous a donné plusieurs idées qui étaient tout à fait intéressantes. Donc, je vous rappelle 2 points importants. Premièrement, que nous revenons, la mort est très difficile à accepter, ça fait partie de mes cauchemars, donc vous voyez. Donc, d'un côté, vous avez un livre qui est très intéressant, donc que je viens de traduire en français pour vous, qui s'appelle Je suis un groupe, qui se trouve sur la page, d'accord, que vous pouvez acheter sur Amazon et qui coûte pas cher du tout, et c'est un document qui peut être très utile
Et d'un autre côté, vous avez dimanche, nous commençons le cours de l'interprétation des rêves. D'accord? C'est-à-dire que vous avez aussi sur la page le lien pour l'inscription où nous allons faire en groupe une lecture du livre de l'interprétation des rêves pour voir comment Freud nous présente, puisque l'interprétation des rêves, c'est le livre où Freud va nous présenter le fonctionnement de cet appareil psychique en prenant donc Marie-Laure a déjà le livre. Donc en prenant l'exemple des rêves, où il va nous expliquer, en utilisant le rêve, il va, très bien Camille, il va nous expliquer comment fonctionne notre appareil psychique. D'accord? Et comment on interprète les rêves, et qu'est-ce que c'est un rêve, et qu'est-ce que c'est la fonction du rêve, et pourquoi il existe les cauchemars, et qu'il y a des rêves typiques, et qu'il y a pourquoi les rêves apparaissent déformés. Donc il va répondre à plein de questions. Donc toutes les questions qu'on peut se poser sur les rêves, ben, Freud va y répondre dans l'interprétation des rêves. Donc, si vous voulez y participer, l'inscription est ouverte. Donc, c'est un cours de 12 cours, on verra. Et ça va être passionnant. Donc, sinon, nous continuons donc, au revoir Corinne. Donc, Soanels, bonsoir. Donc, bonsoir à tous. Merci de m'accompagner, de nous accompagner, Anne-Sophie. Bonsoir, Salma, bonsoir. De nous accompagner, donc, au revoir Delphine, Michel, bonsoir. Martine, bonsoir. Donc, de nous accompagner ici mardi à 21h. N'oubliez pas que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, vous pouvez aimer la page et nous continuons bien évidemment mardi prochain à la même heure avec le même enthousiasme. D'accord, je compte sur vous, moi je serai là. D'accord, on verra de quoi nous parlerons. Françoise, merci pour cet éclairage. D'accord, Néléa, bonsoir. Amani, au revoir. Claudette, bonne continuation. Nadia, bonsoir. Dia, bonsoir, merci à vous. Nathalie, bonne continuation, au revoir. Élise, merci à vous. Carlos, au revoir. Anne, belle soirée, à bientôt, à mardi. Anne, Asia, merci. Bonsoir Emmanuel, Stéphanie, encore une fois très intéressant. Sonia, vivement mardi. Karima, merci. Anne-Sophie, à la semaine prochaine, bonne soirée. Sylvie dit très intéressant, l'interprétation des rêves, à bientôt. Amani, bonsoir. Marie, bonsoir. Célia, bonsoir. Valentina. Donc, Anaïs, bonne continuation. Anaël, bonsoir. Laurence, bonsoir. Bonne nuit. Laura, merci à vous. Marie-Laure, bonsoir. Olmi, merci à vous. Racine, merci. Donc, bonne continuation. Bonne soirée à tous. Johanna, merci. Et on continue donc, comme prévu, mardi prochain, 21h, ici au même endroit. Et donc, vous avez le droit, bien sûr, de publiciter cet espace, de le rendre visible pour plus de gens. À très vite et à la prochaine fois. Bonne semaine. Au revoir.